bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube intitulée Voyageurs migrants. Comme prévu, j'avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais aborder les étapes pour la demandeur d'asile, mais du point de vue d'une association, d'une autre structure qui est différente de celle de l'État. Du coup, là, on va parler de la structure qui s'appelle la CIMAD. La CIMAD, c'est une structure qui a fait en sorte de faire avancer les choses, enfin de mettre l'accent sur certaines choses que ne veut pas divulguer l'État concernant les démarches des demandeurs d'asile. Et du coup, on va voir dans cette vidéo la même chose, mais du point de vue de la CIMAD. Il y a quelques différences et il y a un peu plus de visibilité. Donc, j'en profite pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma page, à ma chaîne, de commenter cette vidéo si vous avez des remarques ou toutes sortes de choses, et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Quelles sont les différentes étapes du point de vue de la CIMAD pour faire une demande d'asile? Dans un premier temps, il faut se rendre à la SPADA. C'est la structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Il y en a partout en France. Du coup, je me rends dans cette structure pour faire ma demande, pour dire que je vais faire une demande d'asile. À ce moment-là, la SPADA va me donner une convocation pour aller au GUDA, c'est le guichet unique de demandeurs d'asile. Ça se résume à la préfecture. C'est un point d'accueil en préfecture pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Du coup, il faut se rendre avec cette convocation à la préfecture, à la date et à l'heure indiquée sur la convocation. Donc, une fois que j'ai la convocation, je me rends à la préfecture en respectant bien l'horaire et la date indiquée sur la convocation. Arrivé à la préfecture, au niveau du guichet attitré, je vais me faire voir relever mes empreintes par la préfecture. Ensuite, la préfecture va me remettre une attestation de demandeur d'asile avec la notion, en fonction de la demande, il y aura différentes notions, soit la notion procédure normale, soit la notion procédure accélérée, soit la notion procédure Dublin. Elle me remet à la même occasion un dossier que je devrais compléter et remettre à l'OFPRA. J'aurai un délai de 21 jours pour remettre ce dossier à l'OFPRA. Donc on verra ça plus tard. De la même manière qu'on verra plus tard ou dans une prochaine, je pense qu'on le verra dans une prochaine vidéo, les termes de procédure normale, procédure accélérée et procédure Dublin pour justement détailler ce qu'il en découle en fonction de chaque situation. Pour rappel, pour information, l'OFPRA c'est l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. L'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. C'est une structure qui se situe en Île-de-France, dans le 94, à Val-de-Fontenay exactement. L'adresse se trouve sur internet, on la trouve assez facilement et du coup l'adresse c'est important parce que si vous êtes loin, que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité d'envoyer votre dossier par courrier postal et du coup, ou bien vous déplacer directement à l'OFPRA dans leur structure pour remettre votre dossier en main propre. La petite particularité, la petite note qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez d'envoyer par courrier, il faut le faire en lettre recommandée avec un accusé de réception.
Comme ça, vous êtes sûr que vous avez envoyé les documents, enfin, que vous avez bien envoyé votre dossier à l'OFPRA et que vous avez un retour qui accuse réception de votre dossier. La préfecture me remet également, un identifiant et un code d'accès à l'espace usagé de l'OFPRA pour que je puisse consulter, les différents courriers que m'enverra l'OFPRA par le biais de cet espace. C'est comme par exemple la lettre de convocation et la lettre de la réponse, pour ne citer que. À noter également que si je suis en procédure Dublin, ça veut dire que c'est un autre pays qui s'occupe de ma demande d'asile. À ce moment-là, la préfecture ne me donne pas de dossier pour l'OFPRA. Je suis en procédure d'asile et à ce moment-là, il faudrait que je retourne dans le pays où j'ai demandé l'asile pour justement clarifier tout ça. Mais on verra ça, je pense, dans une autre vidéo où je parlerai de la procédure Dublin. À la suite de cette démarche, je me rends aussi à l'office, c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration. L'OFI va me remettre les conditions matérielles d'accueil. C'est une proposition que je dois accepter. Donc cette condition stipule que j'aurai le droit à un logement et à des ressources, à une allocation de demandeurs d'asile, qu'on appelle aussi ADA. Donc ADA. Donc ces conditions matérielles d'accueil, je dois les accepter pour pouvoir bénéficier de l'ADA. Pour l'hébergement, il faut savoir que l'OFI peut m'envoyer dans une autre région et du coup il faut quand même que j'accepte pour avoir l'ADA. Sinon j'aurai rien. Parce que les deux vont ensemble. Voilà. L'OFI peut refuser de me donner les conditions matérielles d'accueil si je refuse justement d'être hébergé. Si je refuse également de changer de région. Et si je refuse également si ma demande d'asile a été faite dans un délai supérieur de 90 jours. Une petite précision sur le temps qu'on a pour faire une demande d'asile à partir du moment où on arrive sur le territoire français. On dispose de 90 jours pour faire cette demande. Dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder si vous en avez la possibilité, j'explique que je peux demander l'asile dès que j'arrive sur le territoire français. Ça veut dire soit à l'aéroport, au niveau de la police aux frontières, soit à la gare de train, de TGV, soit à la gare maritime, donc au niveau du port. Donc dès que j'arrive là-bas, je peux faire ma demande d'asile. Et du coup, ça s'enclenche à partir de ce moment-là. C'est une manière différente de procéder. Il faudra juste regarder la vidéo précédente au tout début. Et du coup, c'est une petite précision, une petite parenthèse que je fais pour dire qu'on a 90 jours. Si on n'a pas fait ça tout de suite, dès lors qu'on a mis les pieds sur le territoire français, on peut, bien entendu, on a un délai de 90 jours pour pouvoir faire la demande au niveau de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Dans le cas où je refuse l'hébergement qui m'est proposé par l'OFI, je retourne à la SPADA pour me faire héberger. Là aussi, une information importante. Autrefois, on acceptait les attestations d'hébergement pour faire les demandes d'asile, mais là, l'État n'accepte plus ce document-là. Il faut faire une attestation d'hébergement. Et la SPADA, la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, peut en fournir. Donc, alors, ça peut être la SPADA, comme ça peut être le CADA. C'est le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Il y en a un peu partout en France également. Ils font office
de domiciliation pour recevoir le courrier administratif. À la SPADA, pour me faire domicilier, dans le cadre de la continuité de ma procédure, je vais rencontrer un personnel là-bas, une personne qui va m'aider à faire mon dossier et à préparer mon récit. Concernant le dossier, il doit être complété en français et le récit également. Voilà, il doit être traduit en français avant d'être envoyé. Je dispose d'un délai, comme je disais, de 21 jours pour déposer mon dossier à l'OFPRA. Du coup, je dispose d'un délai de 21 jours pour déposer mon dossier à l'OFPRA. Il ne faudra pas oublier, c'est très important, de joindre à ce dossier l'attestation de demandeur d'asile qui est livrée par la préfecture. Donc voilà, en fait, à ce niveau-là, on vous dira s'il faut déposer l'original de ce document ou la copie. Je pense qu'il faudra en envoyer une copie ou bien envoyer l'original et en garder une copie. Ça sera précisé lorsque vous allez constituer votre dossier avec la personne à la SPADA. En plus de l'attestation de demande d'asile avec le dossier et le récit, il faudra y joindre également 2 photos d'identité. Une fois que j'ai fait tout ça, j'envoie mon dossier à l'OFPRA, soit en le déposant directement sur place, soit en l'envoyant par lettre recommandée avec un accusé de réception. Donc ça, tout ce que je viens de dire juste là, c'est l'étape numéro 2. Au moment où j'aurai déposé le dossier en main propre ou par courrier, sur l'espace usager, je recevrai une lettre d'introduction qui veut dire que l'OFPRA a bien introduit mon dossier. Ça veut dire qu'elle l'a reçu, il est complet et à ce moment-là, elle va l'examiner par la suite. Il faut savoir que si le dossier n'est pas complet, l'OFPRA nous le notifie. Donc c'est pour ça qu'il faut consulter régulièrement l'espace usager pour voir s'il n'y a pas d'autres courriers, d'autres informations. On a un délai, si un dossier n'est pas complété, on a un délai de 8 jours pour le compléter, de renvoyer les pièces qui manquent ou de compléter ce qu'il faut et de le renvoyer. On a un délai de 8 jours pour ça. Et du coup, la lettre d'introduction, elle est importante pour la suite parce que tant que ça va vous permettre en fait de pouvoir vous donner la preuve que vous avez déposé un dossier à l'OFPRA et pouvoir renouveler votre attestation de demandeur d'asile, tout simplement. Voilà, parce que l'OFPRA peut prendre du temps pour examiner des dossiers. Donc, tout à l'heure, je disais que je recevais une lettre d'introduction de la part de l'OFPRA sur l'espace usager. Ça a composé la 4e étape. La 5e étape, ce sera la convocation. Donc, je vais recevoir une convocation de la part de l'OFPRA sur l'espace usager. Une convocation à une date et à une heure précise. Il faudra se présenter à l'OFPRA là et on sera obligé de se déplacer, sauf conditions particulières. Et là, je pense que vers la fin de la vidéo précédente, je développe un petit peu toutes les conditions. Je donne un petit peu les conditions selon l'État, selon un site de l'État qui dit que si on a des soucis de santé ou problèmes familiaux, une raison familiale, on peut éventuellement faire cet entretien à distance par visioconférence. Voilà, ça c'est soit vous la regardez pour avoir un peu plus de détails, soit vous vous en tenez à ce que je viens de dire. Mais c'est très rare
que l'OFPRA accepte de faire les visioconférences. Donc, pendant cet entretien, il y aura 2 personnes, peut-être 3. Il y aura l'agent de protection, l'officier de protection, qui sera la personne qui va vous écouter pour votre entretien. Il y aura un interprète si vous en avez besoin, qui va interpréter ce que vous dites et va interpréter ce que dit l'officier de protection dans la langue que vous parlez, du coup. Et il peut y avoir également un avocat ou un représentant d'une association, par exemple pour les, comment on appelle ça, il y a plusieurs types d'associations qui peuvent être habilitées à être présentes lors des entretiens. Ça peut être une personne pour la lutte des droits de l'homme et tout ça. Donc ça, c'est à voir, c'est à chercher, à réfléchir, donc pour voir si c'est bénéfique ou pas. Ensuite, l'étape numéro 5, c'est la décision. Donc entre l'étape 4 et l'étape 5, il peut se passer beaucoup de temps. D'où mon avertissement tout à l'heure où je disais il faut conserver cette lettre d'introduction de l'OFPRA pour pouvoir renouveler votre attestation de demandeur d'asile qui peut montrer que vous êtes en attente d'une réponse. Il peut se passer plusieurs mois ou quelques semaines où il y a des gens qui ont peut-être attendu plus de 6 mois. Donc il faut savoir que pour les procédures, une petite parenthèse pour préciser tout ça, je détaillais ça dans la précédente vidéo. Donc, petite précision, quand on est en procédure normale, l'attestation elle est valable 10 mois et elle est renouvelable pour 6 mois. Pour la procédure accélérée, l'attestation est valable 6 mois et elle est renouvelable 6 mois. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Alors, je reçois donc la décision de l'OFPRA sur l'espace usagé. Elle est de il y a 2 réponses différentes. Enfin, il peut y avoir 2 réponses. Soit la réponse elle est positive, donc je suis reconnu comme réfugié et j'aurai un titre de séjour valable 10 ans, ou bien je suis bénéficiaire de la protection subsidiaire et là j'aurai une carte pluriannuelle de 4 ans. Si ma demande est rejetée, je dispose d'un délai de 15 jours à compter du moment où j'ai téléchargé la notification de l'OFPRA pour faire une demande d'aide juridictionnelle. Là, ça va être particulier. La demande d'aide juridictionnelle, ça consiste à faire appel à un avocat qui va être payé par l'État. Du coup, il faut se rendre vers un avocat, auprès d'un avocat, faire une demande d'aide juridictionnelle que lui va instruire. Il va demander l'aide juridictionnelle pour procéder au financement de ses frais, de ses honoraires. Comme ça, vous n'aurez rien à débourser. C'est un avocat du coup, le terme approprié, c'est un avocat gratuit. Et alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est pas bon, c'est à titre d'information, il y a un délai de 15 jours pour faire une demande d'aide juridictionnelle avec l'avocat. Ensuite, pour le recours, il ne doit pas se passer plus d'un mois. Il ne doit pas se passer plus d'un mois entre le moment où vous faites la demande d'aide juridictionnelle et le moment où l'aide juridictionnelle, où vous faites le recours. Et le délai le délai que vous avez pour faire la demande, pour faire le recours et la demande d'aide juridictionnelle, il dépend. En fait, ça va se passer comme ça. J'ai un recours j'ai une réponse qui est négative de l'OFPRA. Je vais voir un avocat pour faire la demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de mon recours. Donc, alors, c'est
soit je paye un avocat si j'en ai les moyens, soit je demande l'aide juridictionnelle. Donc, pour l'aide juridictionnelle, il y a un délai de 15 jours. Et dans les deux cas, après, dès que... faut pas que ça tarde trop pour l'acceptation de l'aide juridictionnelle, parce qu'après, le délai, il se raccourcit. Et du coup, si je décide de ne pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, je peux faire un recours, je vais voir un avocat, je demande à faire un recours. Mais là, je dispose d'un mois entre le moment où j'ai été notifié du refus de l'OFPRA. Je pense que ça sera un peu plus clair comme ça. Donc pour être bien clair, je dispose pour faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile d'un délai de 1 mois à compter du moment où je suis notifié par l'OFPRA du refus, ou bien à compter du jour où je télécharge la notification. Je dis ça parce qu'il peut y avoir, je pense, deux possibilités. Soit l'OFPRA remet par lettre, par courrier, soit l'OFPRA remet par courrier avec accusé de réception la notification, soit vous la retrouvez sur l'espace usager. Donc il y a deux possibilités. Étant donné que au niveau de l'espace usager, vu que c'est numérisé, à ce moment-là, ça peut aller plus vite. Le temps que le courrier arrive, etc. Voilà, ça prend plus de temps. Alors que quand on est notifié, c'est beaucoup plus rapide. Du coup, le délai, il est de 1 mois à compter du moment où je reçois la notification, ou bien à partir du moment où je télécharge la notification sur l'espace usager. Ensuite, je reçois de la part de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, une lettre m'informant de l'enregistrement de ma demande. Ça, c'est l'étape suivante, la numéro 7. Alors ensuite, je reçois une convocation de la part de la Cour nationale du droit d'asile pour une audience devant les juges. Et là, je devrais faire la même chose que devant l'officier de protection. Je devrais reparler des persécutions que j'ai subies ou que j'ai peur de subir si je retourne dans mon pays d'origine. Donc, un petit conseil pour cette partie-là et pour la partie devant l'officier de protection, il faut être totalement en complétion. Ça veut dire que ce que vous dites dans votre récit à l'écrit doit ressortir également à l'oral. Raison pour laquelle dans votre récit, il faut donner le maximum de détails. Il ne faut pas être superficiel par crainte de manquer de crédibilité. Et essayez de faire en sorte que votre récit parle de vous et ne prenne pas l'exemple d'une autre personne qui a subi les mêmes persécutions et que vous n'avez pas vécu la même chose, même si vous avez eu les mêmes persécutions. Ça ne sert à rien de parler d'une personne qui a eu des persécutions qui ressemblent aux vôtres, de parler de ça dans votre récit et de dire que vous avez, en fait, de dire ce que cette personne a ressenti alors que c'est pas ce que vous avez ressenti, parce que ça va se retrouver, on va vous questionner par rapport à ça. Et si on vous questionne et que vous ne maîtrisez pas ça, il y a de fortes chances que vous manquez de crédibilité, en fait, voilà. Donc, devant le juge à la Cour nationale du droit d'asile, vous allez réévoquer tout ça pour plaider votre cause, plaider votre demande et savoir après la décision reviendra au juge. Alors ensuite, donc une fois l'audience passée, la Cour nationale, les juges de l'audience vont trancher. Ils vont donner soit une réponse positive, et donc c'est comme pour l'OFPRA, la réponse positive, je suis reconnu comme réfugié et je pourrais disposer d'une carte de séjour de 10 ans.
soit je recevrai la protection subsidiaire avec une carte pluriannuelle de 4 ans. Autre chose aussi, enfin si elle est négative, la décision, alors je suis débouté et du coup je ne peux plus rester sur le territoire français. Je peux me voir par la même occasion tout de suite lors de l'audience en public une notification d'obligation de quitter le territoire français. Ou bien cette notification arrivera plus tard. Mais l'obligation de quitter le territoire français, elle a une durée. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je donnerai un peu plus d'informations sur l'obligation de quitter le territoire français. Et du coup, je donnerai des conseils par rapport à ça. Donc la réponse, elle est soit positive, elle est soit négative. Et du coup, je peux avoir une obligation de quitter le territoire français. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore à vous abonner, à partager cette vidéo à vos proches, à votre entourage, pour avoir le maximum d'informations. Tout ça, c'est dans le cadre des personnes qui sont un peu perdues sur... Ces vidéos que je fais sont, comme le dit le titre de la chaîne, les voyageurs migrants, plus particulièrement parce que en fait, quand eux ils quittent leur pays, ils savent pas à quoi s'attendre ici en France. Donc c'est très important que ces personnes sachent comment faire leur démarche, à quel moment les faire, quel délai ils ont et de quelle manière les faire en suivant quelles étapes. C'est pour ça que moi je fais cette vidéo. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs, il y a d'autres personnes qui font des chaînes et des vidéos qui parlent de la même chose. Mais chacun y met sa pierre à l'édifice et c'est très bien parce que vous verrez de toute façon dans mes vidéos ou dans les vidéos des autres, les choses vont se croiser. On va tenir à peu près le même discours. Et du coup, moi je ne fais pas partie de l'État, hein, je fais partie d'une association qui lutte contre les discriminations et les discriminations d'identité de genre ou de sérologie, ou voilà. Et j'accompagne les personnes avec une sérologie dans le cadre de leur démarche. Donc c'est différent. Je sais que peut-être qu'il y a des personnes concernées par une pathologie qui souhaitent savoir comment faire des démarches, qui ont des difficultés, etc. J'aborderai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, pour cette vidéo, c'est les étapes de la procédure de demande d'asile du point de vue de la CIMAD. Donc je vous remercie. N'hésitez pas, comme je le disais, à partager, à vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Dans une prochaine vidéo, je vais évoquer les droits du demandeur d'asile. Il y en a certains et il faut bien connaître vos droits. Si vous faites une procédure de demande d'asile, il faut bien connaître vos droits. Il faut bien être accompagné et du coup, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.